Rückseiten. Querido Fernando, es un gran placer tenerla acá en Alemania. Cher Fernando, c'est un grand plaisir de t'avoir ici en Allemagne. Un grand honneur de pouvoir t'interviewer. Cette année marque, ou en fait a déjà marqué, les 10 ans de ta libération, après avoir passé plus de 15 ans de ta vie dans une prison à Atlanta, aux États-Unis. Peux-tu nous raconter un peu comment tout cela s'est passé? Parce qu'en Allemagne, la couverture de ton cas et des 4 autres héros a été assez limitée, ou si elle a existé, elle était partielle. Ainsi, pour commencer, peux-tu raconter au peuple allemand pour quelles raisons ils vous ont envoyé aux États-Unis? Quelle était votre mission là-bas? Et aussi pour quelles raisons la justice des États-Unis vous a condamné à des peines aussi lourdes, comme dans ton cas? Les condenó a sentencias tan duras como en su caso. Merci à toi pour l'interview et aux lecteurs et spectateurs de ce programme. Pour être juste, tu as raison en ce qui concerne la couverture médiatique limitée, laquelle a été dominée par de grands intérêts commerciaux avec une tendance politique claire. Cependant, il est important de souligner que nous avons également reçu une énorme solidarité de la part d'amis en Allemagne, qui se sont joints à une campagne internationale pour notre libération. Malgré la faible couverture, ils ont compris nos arguments et ont soutenu la campagne de solidarité. Nous faisions partie d'un groupe de Cubains dans le sud de la Floride, dont l'objectif était de prévenir des actions terroristes contre Cuba. Depuis le triomphe de la révolution cubaine, le terrorisme de la part de groupes extrémistes cubains a été utilisé par les États-Unis comme un instrument de leur politique étrangère contre Cuba, cherchant à déstabiliser et, si possible, à renverser le gouvernement révolutionnaire. Des groupes de Cubains, établis dans le sud de la Floride pendant des années, voire des décennies, ont conspiré et ont été financés depuis les États-Unis pour planifier et exécuter des actions violentes contre Cuba et ses intérêts dans d'autres pays, y compris en Europe. Un exemple de cela est notre ambassade au Portugal, qui, dans les années 80, a été attaquée avec un engin explosif placé par des Cubains résidant dans le sud de la Floride. Il y a eu des faits dans d'autres pays latino-américains où des bureaux commerciaux cubains ont été victimes d'actes terroristes. À Cuba également, il y a eu des attaques totalisant plus de 2000 victimes du terrorisme financé et organisé depuis les États-Unis. Pour cette raison, Cuba a dû avoir des personnes dans le sud de la Floride pour connaître les plans qui étaient réalisés, comment ces plans étaient financés, comment les explosifs et les armements étaient obtenus. Cela permettait de tenir le gouvernement de Cuba informé pour prévenir et éviter la perte de vies humaines et les dommages à l'économie et au pays en général. Cela inclut la possible perte de vie de citoyens qui ne sont pas cubains, comme cela s'est passé dans les années 90, quand un engin explosif dans un hôtel de La Havane a causé la mort d'un citoyen italien. Dans cet incident, des citoyens américains auraient également pu mourir, tant dans des actions à Cuba que dans des attaques de ces groupes terroristes dans d'autres pays contre des intérêts cubains. Notre mission était d'informer le gouvernement de Cuba sur les plans, comment ces groupes sont financés, l'entraînement qu'ils réalisent et reçoivent, et comment ils s'organisent pour exécuter ces plans terroristes. L'objectif était d'éviter la perte de vie humaine et les dommages matériels. C'était la fonction que nous remplissions. En 1998, nous avons été arrêtés, un groupe de 10 personnes, par le Bureau fédéral d'investigation du département de justice des États-Unis. Nous avons été soumis à un procès très partial, évidencé par le traitement que nous ont donné les médias, les limites imposées à notre défense et l'impossibilité de trouver à Miami, précisément là où tout cela est planifié et où les médias projettent constamment une vision apocalyptique et biaisée de Cuba contre le gouvernement cubain, un jury impartial. Nos avocats ont fait tout leur possible pour argumenter que le procès ne se déroule pas à Miami. Cependant, leurs arguments n'ont pas été entendus et au final,
le procès s'est déroulé dans ce contexte d'euphorie antigouvernementale contre Cuba. Par conséquent, il n'y avait aucune possibilité d'obtenir un procès juste, ni une analyse équilibrée des preuves présentées. En résumé, c'est la raison pour laquelle nous étions aux États-Unis et comment nous avons fini par purger des peines qui reflètent précisément ce déséquilibre. Si l'on compare les crimes dont nous avons été accusés avec les maigres preuves présentées, dans de nombreux cas, cela ne justifie pas comment nous avons été trouvés coupables, et encore moins cela explique l'extension des peines auxquelles nous avons été condamnés. Oui, c'était une erreur politique de mon point de vue. Tout le processus a été entaché de nuances politiques et imprégné d'une vision politique d'un sujet qui aurait dû être juridique. Cela s'est reflété dans les peines auxquelles nous avons été condamnés. Même après avoir été condamnés, je pense qu'il était possible d'évaluer le poids et la gravité des preuves existantes contre nous et que cela aurait dû influencer une sentence plus compréhensive et équilibrée par rapport à la gravité ou non des faits pour lesquels nous avons été injustement reconnus coupables. Les peines ont été extrêmement longues. Certains de nos camarades ont même reçu des peines de prison à perpétuité sans qu'il n'y ait réellement de preuves pour les soutenir et les justifier. Eh bien, il me semble que cette décision a également été un peu un symbole de la politique des États-Unis envers Cuba en général. Donc elle a condamné Cuba d'une certaine manière, pas seulement nous en tant qu'individus. Comment expliquez-vous cette quasi-obsession que les États-Unis maintiennent depuis plus de 60 ans envers Cuba? Une île pas si petite, mais oui, une île des Caraïbes. Cuba représente-t-elle encore une réelle menace pour les États-Unis? Je crois que l'obsession est due à l'incapacité des autorités américaines de comprendre et d'accepter que Cuba est un pays libre, indépendant et souverain. Cuba n'a pas à se soumettre aux desseins des États-Unis, un pays qui non seulement a voulu s'emparer de l'île, mais qui n'a pas non plus souhaité le bien pour le peuple cubain. Depuis nos luttes pour l'indépendance au XIXe siècle, commençant par la Révolution en 1868, et ensuite dans sa deuxième étape en 1895, quand José Martí a organisé la continuation de la guerre pour l'indépendance, jusqu'à l'étape dirigée par Fidel Castro, qui a affirmé que la Révolution est une seule depuis son début en 1868, cherchant notre véritable indépendance. À aucun de ces moments, le gouvernement des États-Unis a soutenu ceux qui luttaient pour l'indépendance. Pendant nos luttes indépendantistes, les États-Unis ont assumé une position d'attente pour s'emparer de Cuba lorsque les conditions seraient réunies. Cela s'est produit en 1898, quand les combattants pour l'indépendance de Cuba avaient un avantage sur la colonie espagnole. Et bien que l'indépendance n'était pas imminente, il était évident qu'elle serait atteinte. Là, un incident s'est produit. L'explosion d'un navire nord-américain dans un port de La Havane qui était en visite. Cet incident, dont les détails ne sont pas encore complètement élucidés mais qui semble très suspect, a été utilisé comme prétexte pour une intervention militaire et l'occupation de Cuba. Si nous analysons l'histoire des États-Unis depuis leur indépendance en 1776, nous trouvons que dans la pensée politique de figures importantes de l'établissement américain, il existait l'idée que Cuba, en raison de sa situation géographique et de sa proximité, devrait faire partie des États-Unis. À ce moment-là, les États-Unis étaient dans un processus de formation, s'étant déclarés indépendants comme 13 colonies sur la côte Est, puis commençant leur expansion. La mentalité de la classe politique américaine était d'expansion permanente, ce qui a conduit à arracher des territoires aux autochtones nord-américains et au Mexique. Une grande partie du territoire mexicain a été prise dans les années 1848 et 1850,
dans des guerres promues dans le but d'occuper ces territoires. Dans cette mentalité expansionniste, Cuba était également incluse. En esa psicología de la expansión se incluía a Cuba. Recordemos que cuando Rappelons que José Martí commence à organiser la deuxième étape de la lutte pour l'indépendance de Cuba en 1895. Il laisse dans son testament politique une lettre trouvée en sa possession lorsqu'il meurt au combat. Cette lettre est considérée comme son testament politique. Dans celle-ci, Martí exprime que la lutte pour l'indépendance de Cuba ne cherchait pas seulement l'indépendance de l'île, mais aussi à éviter que les États-Unis utilisent Cuba comme un tremplin pour s'emparer des territoires des Antilles et de l'Amérique. Martí avait vu dans le gouvernement des États-Unis l'intention de s'emparer non seulement de Cuba, mais aussi du reste des Antilles, et de les utiliser comme pont pour étendre son influence sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Par conséquent, il a été très difficile pour la classe politique nord-américaine de comprendre que lorsque Fidel Castro conçoit et réalise la révolution cubaine et que celle-ci triomphe, Cuba s'indépendise réellement de la tutelle du gouvernement des États-Unis, qui jusqu'à ce moment dictait ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait à Cuba. Cuba, jusqu'à l'année 1959, était une néocolonie. Bien qu'elle ait eu un gouvernement cubain élu par les Cubains, en réalité, c'était un appendice des États-Unis. L'économie était totalement dépendante des États-Unis et le gouvernement cubain faisait valoir dans notre pays la volonté du gouvernement américain. La révolution cubaine, en l'année 1959, a mis fin à cette dépendance. Un processus d'indépendance du pays a été initié, dans lequel Cuba n'a pas seulement affirmé son indépendance et sa souveraineté sur le territoire cubain, mais a également décidé d'une politique pour le pays, étrangère aux intérêts des États-Unis. Cela a généré du mécontentement et a immédiatement créé l'animosité du gouvernement des États-Unis, qui depuis le début de la Révolution a commencé à conspirer pour essayer de renverser le gouvernement de Cuba. En observant l'histoire de la Révolution cubaine, on remarque que le gouvernement des États-Unis a utilisé tous les moyens possibles pour essayer de se débarrasser du gouvernement révolutionnaire de Cuba, y compris le terrorisme. Les Cubains qui ont émigré aux États-Unis après la Révolution cubaine ont été organisés par l'Agence centrale de renseignement des États-Unis en groupes clandestins et organisations contre-révolutionnaires. Ces groupes se sont infiltrés à Cuba, ont organisé des sabotages à l'économie cubaine, des attentats contre les principaux dirigeants de la Révolution, placé des explosifs dans des centres commerciaux et dynamité des objectifs économiques. Ils ont utilisé le terrorisme, la guerre biologique, la guerre psychologique, des menaces d'usage de la force, des invasions militaires, y compris l'invasion de la baie des Cochons en 1961. De plus, ils ont réalisé des manœuvres militaires autour de l'île pour presser et soumettre Cuba à un siège constant, non seulement économique, comme le blocus économique, commercial et financier imposé depuis 1962, mais aussi avec la menace réelle d'une invasion militaire de la part des États-Unis. Nous avons été sous une pression constante de la part du gouvernement des États-Unis, qui n'accepte pas le fait que Cuba est un pays indépendant, démocratique, souverain, et que les Cubains décident par leur propre volonté comment nous nous organisons et organisons notre société. L'incapacité du gouvernement des États-Unis à accepter cette réalité est ce qui l'a conduit à réaliser tout ce type d'actions contre Cuba. Realizar todo este tipo de acciones contra Cuba. Hablando de la independencia y de la soberanía, En parlant de l'indépendance et de la souveraineté de Cuba, cela me fait penser à Guantanamo, parce qu'en dépit de tout, Cuba n'est pas complètement souveraine en termes territoriaux à cause de la base navale de Guantanamo. Voyez-vous une perspective pour que les États-Unis soient légalement contraints de se retirer? Ou existe-t-il une mesure, dans le contexte du droit international, qui pourrait faciliter ce processus? ¿Alguna medida en el contexto de derecho internacional que puede permitir ese paso? A ver, la ilegalidad de la base
L'illégalité de la base de Guantánamo pour nous est évidente. En droit international, il existe des clauses qui établissent que si un traité n'a pas été négocié de bonne foi, le dit traité est entaché dès le début et par conséquent n'est pas valide légalement. Ce n'est pas la seule raison qui remet en question la légalité de la base navale à Guantánamo. Ils ont occupé ce territoire après une occupation militaire de Cuba. Pendant le processus de négociation d'une constitution qui était censée refléter l'indépendance de Cuba, les États-Unis ont imposé, par le biais d'un amendement approuvé dans leur Congrès et non à Cuba, la nécessité d'avoir une base militaire dans notre pays. Le gouvernement américain a averti les constituants cubains que, s'ils n'approuvaient pas la Constitution avec cet amendement, Cuba n'obtiendrait pas son indépendance. Par conséquent, c'était un acte de coercition qui vicie dès le début l'existence de cette base militaire. Un traité ainsi manque de légalité, car en droit, tant à Cuba que dans le reste du monde, ce qui est obtenu par la force ou la menace de son utilisation n'est pas accepté comme légal. Aucun pays au monde ne l'accepterait. Alors, comment faire en sorte que le gouvernement des États-Unis accepte aujourd'hui cette illégalité est complexe. Je pense que le gouvernement des États-Unis maintient cette base militaire, non parce qu'elle lui est réellement utile du point de vue militaire. Je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais il semble que depuis longtemps, cette base n'a pas l'utilité qu'elle aurait pu avoir à un moment donné pour le contrôle, par exemple, du trafic par le canal de Panama. À mon avis, il peut exister d'autres éléments, mais je crois que ce qui pèse le plus dans le cas des États-Unis pour ne pas fermer cette base est le fait de la maintenir pour ennuyer Cuba, parce que réellement, du point de vue militaire, elle ne semble pas avoir beaucoup d'utilité. Ce serait partie d'une négociation à un moment donné quand les États-Unis décideront d'accepter l'indépendance et la souveraineté de Cuba et de négocier une normalisation des relations entre les deux pays. On peut comprendre que la relation entre Cuba et les États-Unis ne sera jamais normale tant qu'existe le blocus et tant que cette base militaire existe. Il se peut que, comme aujourd'hui, il y ait des relations diplomatiques, bien que la communication entre les deux gouvernements soit limitée. Durant les 2 dernières années de la présidence d'Obama aux États-Unis, il y a eu un moment où des conversations ont été établies pour peu à peu normaliser la relation entre Cuba et les États-Unis. Mais aussi avec une résistance considérable au sein même du Parti démocrate. Peu à peu, cela pourrait conduire à une normalisation. Il ne peut pas y avoir de relation normale entre les deux pays. Quand un pays avec les dimensions et la puissance des États-Unis tente d'étouffer l'économie d'une île, qui bien qu'elle soit à seulement 90 miles de distance et soit plus grande que la Jamaïque, avec ses 11 millions d'habitants, reste petite comparée aux États-Unis, qui ont 320 millions d'habitants et sont la principale économie mondiale. La relation ne peut également pas être normale tant que cette grande puissance maintient une base militaire sur le territoire cubain contre la volonté du peuple de Cuba. Ce seront des éléments clés à considérer lorsque les États-Unis décideront d'avancer vers la normalisation des relations avec Cuba. Je ne vois pas, dans un avenir proche, que les États-Unis acceptent de retirer la base militaire de Guantánamo, de la fermer et de rendre ce territoire au peuple de Cuba pour sa gestion. Je ne le vois pas se produire dans un avenir proche. Peut-être que ce sera la tâche de nos petits-enfants. Peut-être que ce sera la tâche de nos petits-enfants. Au début, tu as mentionné le soutien du réseau de solidarité de l'Allemagne envers Cuba, mais aussi envers la situation des 5. Aujourd'hui, tu es président de l'ICAP, de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Dans ce contexte, je serais intéressé de savoir quel rôle joue le mouvement de solidarité avec Cuba en Allemagne.
Alemania. Je crois qu'en Allemagne, il existe de nombreux et très bons amis de Cuba. Nous sommes très reconnaissants pour la solidarité que nous avons reçue du peuple allemand et des différentes organisations de solidarité avec Cuba présentes en Allemagne, dans différentes villes et territoires. Nous avons un réseau de solidarité avec Cuba qui dispose d'un exécutif et regroupe environ 39 organisations de solidarité présentes sur le territoire allemand. De plus, il existe d'autres organisations qui ne sont pas incluses dans ce réseau, mais le travail de toutes a été très important. Nous recevons un soutien de nature politique à notre demande de respect de notre souveraineté et de notre indépendance, ainsi qu'un soutien à la lutte du peuple cubain pour que soit levé le blocus économique, commercial et financier que le gouvernement des États-Unis a appliqué contre Cuba pendant 62 ans, tentant d'asphyxier l'économie de Cuba. Nous recevons beaucoup de soutien moral de la part des organisations de solidarité avec Cuba en Allemagne, certaines d'entre elles célébrant 50 ans d'existence, comme l'Association d'amitié RFA-Cuba et Berlin-Cuba. L'Association d'amitié Berlin-Cuba, par exemple, fonctionne sans interruption depuis 50 ans en solidarité avec Cuba. Et ainsi, d'autres organisations, en plus du soutien politique et moral à nos revendications, exercent également une solidarité matérielle avec notre pays. Ils mènent depuis de nombreuses années des projets de collaboration solidaire dans notre pays, tels que Cubasi ou Odo, qui s'organisent pour envoyer des ressources sous forme de dons à notre pays, tant pour notre système de santé que pour notre système éducatif. Rappelons-nous la période des années 90, connue à Cuba comme la période spéciale, quand après l'effondrement du bloc socialiste, Cuba a perdu 85% de son commerce extérieur et a connu une réduction de 35% de son produit intérieur brut. À ce moment-là, de nombreux pays, y compris l'Allemagne, ont envoyé de l'aide solidaire à Cuba, en particulier pour notre système de santé et notre système éducatif, tous deux très endommagés. La solidarité avec Cuba depuis l'Allemagne, tant du point de vue du soutien moral et politique à notre demande de respect de notre souveraineté et indépendance, que dans la revendication d'éliminer le blocus et de rendre le territoire occupé illégalement à Guantanamo, a été significative. Le soutien du point de vue de la défense des principales réalisations de la Révolution, qui sont la santé gratuite et universelle pour notre peuple, et l'éducation également libre et gratuite pour tous les Cubains sur tout le territoire national, a également été important. Le soutien des amis allemands a été crucial pour que puisse soutenir ces deux réalisations. Pour avoir une idée de votre perspective ou connaissance, quel serait le pays en Europe le plus solidaire avec Cuba du point de vue de la société civile? Ceci sans entrer dans une compétition, juste pour comprendre les activités respectives. Il est très difficile de faire une comparaison ou d'établir une compétition sur quel mouvement de solidarité dans un pays est le plus solidaire. La solidarité existe dans de nombreux pays d'Europe et au-delà. À l'Institut, nous avons des liens avec plus de 1600 organisations de solidarité sur les 5 continents, couvrant 152 pays. Cependant, je peux dire que la solidarité en Allemagne est très bien organisée. Les collègues sont très sérieux dans leur travail, tant les hommes que les femmes. Ils ont des objectifs clairs, organisent très bien leurs activités et sont bien structurés. C'est un mouvement large et conscient qui étudie et connaît bien la réalité cubaine. Il est également important d'incorporer de nouvelles générations pour voir plus de jeunesse allemande impliquée dans la solidarité. La solidarité n'a pas seulement une fonction éducative, mais permet également aux gens de penser au-delà de leurs propres frontières et intérêts personnels, en se rapprochant d'autres réalités qui peuvent nécessiter un soutien solidaire, pas nécessairement matériel. En plus de Cuba, il y a d'autres causes comme celle du peuple palestinien ou sahraoui qui font face à des situations difficiles. Participer à des actions solidaires a une valeur éducative pour l'être humain
au-delà du politique. Que va más allá de uno mismo, tiene también un valor educativo. Yo creo incluso, y no quiero ponerme filosófico, Je crois même, et je ne veux pas devenir philosophique, mais je crois même que cela a aussi beaucoup à voir avec la capacité de trouver le bonheur. Je pense que personne n'est heureux en pensant uniquement à soi-même. Contribuer aux autres aide également à ce sentiment de satisfaction et à une conception plus large du bonheur. Et remarque que je ne l'ai pas exprimé en termes politiques. Cela n'a pas à voir uniquement, bien que cela puisse être le cas dans certains cas, avec l'identification politique ou idéologique. Je parle ici de valeurs humaines. Et je crois qu'ici en Allemagne, parmi ce mouvement de solidarité avec Cuba, mais aussi avec d'autres causes, ces valeurs sont répandues. Nous les trouvons parmi de nombreux Allemands. Ce désir de contribuer, ce désir d'aider les autres, que ce soit à Cuba ou ailleurs, nous le trouvons très répandu. Oui, je crois, je te le réitère, qu'il serait important que les nouvelles générations s'incorporent et participent à cette façon de voir les choses et à s'engager dans d'autres causes. Un changement un peu brusque, mais en parlant avec des amis revenant de Cuba ou également en conversant avec des amis cubains, beaucoup mentionnent qu'actuellement, Cuba traverse un moment, disons, difficile. Certains font même référence à ce que tu as déjà mentionné, cette période spéciale au début des années 90. De votre point de vue, partagez-vous cette perspective, disons, que Cuba passe par un moment vraiment difficile? Et si c'est le cas, quels sont les principaux défis de la situation actuelle? Je crois que oui. Cuba traverse aujourd'hui une situation très complexe du point de vue économique. Je ne pense pas que ce soit pareil à la crise de la période spéciale des années 90. À ce moment-là, Cuba avait perdu 85% de son commerce extérieur et 35% de son produit intérieur brut. Aujourd'hui, la situation de l'économie cubaine est différente. À cette époque, l'économie cubaine était pratiquement étatique à 100% de son fonctionnement. Aujourd'hui, c'est une économie plus diversifiée. Il existe le secteur étatique, le secteur coopératif, tant agricole que non agricole, l'investissement étranger et la propriété privée, y compris la petite et moyenne entreprise. De plus, notre commerce extérieur est plus diversifié et nous avons un lien plus large que celui qui existait au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc socialiste européen, qui maintenait la majeure partie de notre commerce extérieur et qui a obligé à une réorientation. Bien que les deux moments soient différents, et considérant que celui-là était plus critique, je crois que nous sommes dans un moment très difficile de l'économie cubaine. La cause fondamentale de ce moment extrêmement difficile est la guerre économique que le gouvernement des États-Unis mène contre Cuba depuis plus de 62 ans. Malgré cette guerre économique, qui existe depuis plus de 62 ans, Cuba a trouvé le moyen de la contourner d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous faisions partie du bloc socialiste et que nous étions membres du Conseil d'assistance économique mutuelle, nous avions un grand pourcentage de notre commerce orienté vers l'échange avec les pays socialistes. Par conséquent, la capacité de la guerre économique menée par le gouvernement des États-Unis pour impacter notre économie était limitée. Bien qu'elle nous affectait, l'impact n'était pas extraordinaire. Avec la disparition du bloc socialiste, Cuba a dû réorienter tout son commerce extérieur et s'insérer dans un marché et des finances internationales dominé par le grand capital. Cela a marqué le début d'un autre type de relations économiques et l'impact de la guerre économique des États-Unis contre Cuba a commencé à se faire sentir de manière plus sévère. Cette guerre économique s'est intensifiée, surtout pendant le gouvernement du président Donald Trump aux États-Unis. Tous les moyens ont été recherchés pour limiter Cuba en termes de possibilités de financement et d'obtenir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner son économie et pour fournir de l'électricité à la population.
les compagnies maritimes qui transportaient ce combustible ont été poursuivies. Finalement, 9 jours avant de quitter la présidence, Donald Trump a de nouveau inclus Cuba dans la liste des pays sponsors du terrorisme. Vuelve a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sin base legal ninguna, sin evidencia ninguna. Sans base légale ni preuve quelconque, Cuba, qui a été plus qu'autre chose un pays victime du terrorisme, se retrouve réintégré sur une liste pour des raisons politiques. Cela lui interdit automatiquement l'accès aux finances internationales. Tout le système financier international est contrôlé par des mécanismes de surveillance qui, supposément pour la lutte contre le terrorisme, font que toute transaction financière vers Cuba déclenche une alerte et est automatiquement bloquée si le pays figure sur la liste des sponsors du terrorisme. Ainsi, étant un pays sous-développé et disposant de peu de ressources, Cuba a besoin de financement externe, que ce soit en termes de crédit ou d'investissement étranger. Cependant, il a un accès très limité au système financier international, ce qui réduit énormément la possibilité d'obtenir des crédits internationaux pour son commerce, effectuer des paiements ou financer des projets de développement et des investissements dans le pays. On cherche à décourager par tous les moyens l'investissement étranger à Cuba. De cette manière, il est très difficile de gérer les affaires économiques du pays d'une façon qui permette une croissance économique soutenue. À cela s'ajoute l'arrivée de la COVID-19, qui a pratiquement paralysé l'économie cubaine. La principale source de revenus en devises du pays est le tourisme. L'entrée des touristes dans le pays a été arrêtée pendant 2 ans. Lorsque Cuba et le monde se sont remis de la COVID, une crise économique internationale a émergé. Les lignes de commercialisation et les flux commerciaux étaient rompus et désorganisés, ce qui a obligé à les réorganiser. De plus, on a fait face à une inflation qui a affecté la majorité des pays du monde. Le conflit militaire en Ukraine a provoqué une augmentation des prix des aliments et de l'énergie, impactant notre pays qui a besoin d'importer une grande quantité de fournitures, même pour la production. Cela a conduit à une situation de pénurie sur les marchés, qui à son tour a généré un processus inflationniste. La quantité d'argent en circulation n'avait pas de soutien sur les marchés, ce qui a causé une augmentation des prix. On a vécu un processus inflationniste sévère qui a particulièrement affecté la population cubaine, surtout ceux qui dépendent d'un salaire fixe et n'ont pas de revenus de leurs propres affaires. Avec l'augmentation constante des prix, le salaire perd de sa capacité d'achat et la monnaie nationale se dévalue par rapport à l'euro et au dollar. La capacité financière pour acquérir le pétrole nécessaire pour faire fonctionner ces industries et générer de l'électricité est très limitée. Le pays doit s'occuper de l'alimentation de la population, y compris les importations de lait pour les enfants et les besoins de son système de santé. Par conséquent, la capacité de l'État à répondre à tous ces besoins est très limitée lorsqu'il reçoit une quantité limitée de devises. Aujourd'hui, à Cuba, on fait face à une pénurie dans les magasins et une faible disponibilité de carburant, ce qui entraîne des coupures d'électricité à certains moments de la journée. Malgré cela, le système de santé reste universel et est étendu sur toute l'île, avec des médecins qui soignent les gens, mais faisant face à un manque de médicaments et d'équipements pour offrir les traitements appropriés. Le système d'éducation reste gratuit pour toute la population, dès l'âge de 5 ans jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire, et même pour réaliser un doctorat, sans coûter un centime. Cependant, il y a des limitations matérielles dans ce système d'éducation. Ainsi, on vit une situation vraiment critique, avec un niveau de prix élevé, qui fait que le salaire ne suffit pas pour couvrir la consommation des personnes. Il y a un nombre de personnes retraitées dont les pensions aujourd'hui ne leur permettent pas de couvrir tous leurs besoins, ou même leur rendent difficile de couvrir leurs besoins de base. En résumé, la situation économique est sévèrement critique.
Ce malaise économique se traduit-il également en malaise politique? Comment gère-t-on ce sujet? Pour conclure sur le sujet économique, l'agriculture présente des rendements très bas. Cela est dû au manque de ressources pour importer des fertilisants qui ne sont pas produits à Cuba, du carburant pour les tracteurs et des pièces de rechange comme des pneus et des batteries nécessaires à leur fonctionnement. En conséquence, l'agriculture devient intensive en main-d'œuvre, ce qui ne favorise pas la productivité. Les niveaux de rendement agricole ont diminué, ce qui entraîne une réduction de l'offre de produits sur les marchés et par conséquent à des prix élevés sur les marchés agricoles où l'on achète la nourriture. L'État a dû allouer une partie significative de ses revenus limités en devises pour importer des aliments qui pourraient être produits dans le pays. Je pense que la majorité de la population de Cuba comprend que la principale origine de ces difficultés est le blocus économique, commercial et financier. Cependant, c'est frustrant pour quiconque. Si pendant votre journée de travail de 8 heures, 4 d'entre elles se sont déroulées sans électricité, et en arrivant à la maison, vous vous trouvez face au même problème. Ce sont des éléments qui, après tout, font que les prix des aliments soient élevés, ainsi que les prix de tout insumé nécessaire à la vie quotidienne. Cela se traduit par des difficultés pour obtenir des produits de base comme du dentifrice, du savon ou du papier hygiénique, transformant des situations simples en problèmes difficiles à résoudre. Ces difficultés génèrent un inconfort et dans certains secteurs, de l'irritation, ce qui est compréhensible. Bien qu'on tente d'expliquer, il y a des moments où l'irritation surgit. Je ne crois pas que cette irritation se traduise par une déstabilisation politique. Cependant, nos ennemis politiques cherchent à tirer parti de ces circonstances, qui sont en grande partie provoquées par eux-mêmes, pour encourager la déstabilisation politique. Ils tentent de politiser l'irritation des gens en lui donnant une connotation qu'elle n'a vraiment pas. Ainsi, nous voyons des campagnes de communication contre Cuba qui cherchent à dénigrer tout ce qui est fait dans le pays et à diminuer la crédibilité du gouvernement cubain. Par exemple, l'ambassade des États-Unis peut publier un tweet suggérant que le gouvernement cubain devrait se préoccuper davantage des conditions de vie des Cubains, quand c'est précisément le gouvernement des États-Unis qui a créé bon nombre des conditions adverses auxquelles Cuba fait face. À cette grave situation économique s'ajoute une campagne politique et communicationnelle conçue pour faire en sorte que les Cubains blâment le gouvernement cubain de leurs difficultés. Y a-t-il un contrepoids à ces actions des États-Unis? Je veux dire que de nos jours, on parle beaucoup du déclin de l'Occident et de comment le Sud global, autrefois appelé tiers-monde, gagne de plus en plus en conscience et en force. Mais, d'après ce que tu m'expliques, il semble que l'Empire américain maintienne sa force. Peut-être, cela serait ma question, surestimons-nous la force du Sud global, de la nouvelle multipolarité, et sous-estimons-nous la force que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont encore? Voyons, je pense que dans le cas de la guerre économique que les États-Unis mènent contre Cuba et la campagne de communication qu'ils combinent avec cette guerre économique pour essayer de faire en sorte que les Cubains blâment le gouvernement de Cuba pour les difficultés auxquelles nous faisons face, il existe bien sûr la relation de Cuba avec d'autres pays. Ces relations sont également affectées par la politique du gouvernement des États-Unis. Par exemple, on peut avoir des liens avec 3, 4, 5 ou 10 pays et se demander, et ces pays ne peuvent-ils pas offrir un crédit à Cuba? Les systèmes financiers internationaux sont interconnectés. Mais de plus, même s'ils t'offrent un crédit, Cuba, précisément à cause de cette situation, pourrait se trouver dans un moment où elle ne peut pas rembourser ce crédit. Ainsi, une situation se crée où, bien qu'il existe un contexte international qui pourrait être pensé comme un contrepoids à la politique des États-Unis,
La réalité est que les États-Unis, tant le gouvernement que le pays lui-même, perdent graduellement leur hégémonie dans un processus historique qui n'est pas d'un an ou deux, mais plutôt à moyen et long terme. Es un proceso más a mediano y largo plazo, va perdiendo su hegemonía, pero sigue siendo un país poderoso. Il reste un pays puissant. Alors, dans cette circonstance que je décris, il devient très difficile pour d'autres pays, même s'ils le voulaient, d'offrir une ligne de crédit à Cuba. Il s'est avéré que la Chine et la Russie ont offert des lignes de crédit, et c'est possible de le faire. Mais un pays sous-développé, sans ressources ou avec très peu, a besoin pour son développement d'une source externe de ressources. Cela peut être en termes de crédit pour financer des projets ou en termes d'investissement étranger, une source plus fluide et permanente. Vous recevez un crédit, vous lancez une industrie, et avec ce que produit cette industrie, vous payez une partie du crédit. Mais si vous ne pouvez pas compléter ce cycle, ces cycles sont interrompus. Alors, il est très difficile pour Cuba, dans les circonstances actuelles, de maintenir des relations avec de nombreux pays du monde. Ce n'est pas facile, même pour ces pays, de maintenir un système dans lequel l'économie coule, de manière à permettre à Cuba de maintenir son économie dans une dynamique de croissance. C'est très complexe dans les circonstances actuelles. Malgré que, globalement, les États-Unis perdent de l'hégémonie, ils continuent d'avoir un impact très fort dans la région de l'Amérique latine. En parlant de leadership, Cuba, des années 60 à la fin des années 80, a toujours joué un rôle de leader au sein du soi-disant tiers-monde. Par exemple, si l'on pense au rôle qu'elle a joué dans l'alliance du mouvement des pays non alignés, ou même militairement, comme dans la mission en Angola, qui a été clé pour la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Quel rôle joue Cuba aujourd'hui dans ce contexte? Y a-t-il des aspects dans lesquels vous diriez que Cuba maintient encore un certain leadership? Je crois que oui. Le monde est différent maintenant. Je suis fier d'avoir participé en Angola comme partie du contingent militaire cubain entre les années 87 et 89, année cruciale pour ce conflit. Cuba continue d'avoir une participation active dans le mouvement des pays non alignés. Il a été président de ce groupe. Rappelons-nous qu'en 2006, lorsque le commandant en chef est tombé malade, Cuba a organisé un sommet des non-alignés, puisqu'il était le président de ces pays à ce moment-là. Cuba maintient une position active dans tous les organes des Nations Unies et a présidé jusqu'à il y a quelques mois le groupe des 67. Il a eu un leadership dans les négociations de paix du conflit armé en Colombie. En fait, le leader religieux orthodoxe de Russie, lors d'une visite à La Havane, a exprimé que Cuba devrait être considérée comme la capitale de la paix, précisément pour son implication dans la recherche de solutions pacifiques à certains conflits. Par conséquent, Cuba jouit d'un prestige sur l'arène internationale et dans les sphères des organisations internationales des Nations Unies, où de nombreux pays négocient avec Cuba pour porter des positions communes. Je crois que Cuba reste un pays qui possède un prestige et un certain leadership en matière de relations internationales, très reconnu pour la sérieux de sa diplomatie, pour comment il aborde les sujets et pour sa perspective de toujours chercher un équilibre et une solution juste. Cuba reste un pays très solidaire, même dans les circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes. Cuba prête aide à d'autres pays du monde. Dans certains endroits, la présence cubaine est compensée par ces pays, mais dans d'autres, qui ont beaucoup moins de ressources que Cuba, elle reste une présence solidaire et un soutien non compensé de Cuba. Durant la lutte contre la COVID-19, Cuba a envoyé 40 brigades médicales à différents pays du monde, bien qu'elle était également en train de traverser une bataille contre la pandémie. Cuba a même envoyé des brigades médicales à des pays qui ont beaucoup plus de ressources que Cuba. Par exemple, en Italie,
il y avait 2 brigades médicales cubaines. En Azerbaïdjan, une brigade médicale cubaine. Et en Andorre, une autre brigade médicale cubaine. Sans mentionner les brigades médicales cubaines qui sont allées dans des pays d'Amérique latine, en Afrique, et même dans des territoires administrés par la France dans les Caraïbes. Ainsi, même dans ces circonstances, Cuba continue de maintenir et d'être cette révolution pour laquelle la solidarité a toujours été fondamentale. La solidarité est quelque chose de naturel et fait partie de la manière dont nous, les Cubains, voyons la révolution. C'est une partie intrinsèque de ce que nous considérons être révolutionnaire. Par conséquent, je pense que Cuba continue d'avoir ce rôle de leadership. En sa qualité de président du groupe des 67, la délégation cubaine, présidée par le président de la République, a participé à de nombreux sommets sur différents sujets, depuis les questions climatiques jusqu'au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Cela démontre que Cuba maintient une présence et un prestige internationaux, ainsi que la volonté de contribuer qui se manifeste de différentes manières parce que le monde a changé. Cependant, la présence de Cuba reste remarquable et maintient son poids international. Malgré le fait d'être une petite île de 11 millions d'habitants, Cuba possède une diplomatie présente dans plus de 120 pays du monde. Les missions diplomatiques à La Havane sont aussi un nombre considérablement supérieur à ce qui peut exister dans n'importe quel autre pays d'Amérique latine et des Caraïbes, avec la possible exception du Brésil. C'est une île où sont présentes pratiquement les missions diplomatiques de tous les pays du monde et de nombreuses organisations internationales, précisément en raison de la participation active de Cuba à chacun d'eux. Fernando, j'ai beaucoup plus de questions, mais nous devons terminer. Merci pour ta disponibilité pour cette interview et merci beaucoup. Eh bien, merci à vous et à ceux qui regardent l'interview. Nous espérons que vous avez trouvé intéressant ce dont nous avons discuté. Ojalá.